Le monde d'à peu près. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission du monde d'à peu près. Aujourd'hui, on reçoit autour de cette table, sur mes chroniqueurs habituels, et également deux gilets jaunes avec qui nous avons décidé de discuter, car il nous semble opportun et que c'est un mouvement qui a fait sens, et on veut savoir où ils sont aujourd'hui, justement en Belgique. Alors, je vais commencer par introduire mes chroniqueurs. Salut Nicolas. Bonjour. Salut Ludovic. Bonjour. Et je vais terminer avec Nicolas, notre Nicolas Lefebvre, qui est un individu qui est gilet jaune. Bonjour. Et Théo. Bonjour. Je vais demander à Théo et Nicolas de se présenter pour savoir où ils en sont par rapport aux gilets jaunes et qui ils représentent en tant que gilets jaunes. Précisons que l'animateur s'appelle Lamine. Oui, c'est toujours moi qui anime Lamine, ça n'a pas changé, vous reconnaissez ma voix. On va commencer peut-être par Théo. Oui, j'ai été dans les Gilets jaunes depuis le début, en fait. En Belgique, c'était la première manifestation, c'était le même jour qu'en France. Si je ne me trompe pas, c'était le 17 novembre 2018. Et c'était une occupation de la raffinerie de Fillouis. En fait, on ne sait pas très bien en Belgique que les Gilets jaunes belges ont connu une origine originelle, authentique. Ce n'est pas un produit d'importation de la France. C'est belge. On a connu les mêmes tendances dans notre société qu'en France, et c'est un mouvement qui est né en Belgique. Il y a eu après des influences venant de la France. Le mouvement a été beaucoup plus fort là. Malheureusement, on n'a pas eu le même degré d'organisation, de représentativité en Belgique qu'en France. Pour me présenter, moi, dans une autre vie, j'ai travaillé pendant toute ma vie dans des usines. J'ai été délégué syndical FGTP dans une papeterie. J'ai toujours été militant syndical et j'étais attiré par le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'était un mouvement qui était très direct et qui voulait se montrer. Des gens qui sont la plupart du temps ne pas reconnus, ne pas entendus, et qui s'est exprimé dans la rue. Alors moi, j'ai commencé le 8 décembre, mais c'est d'avoir suivi sur les réseaux sociaux ce qui se passait à Feluy. Ça a même commencé en Belgique le vendredi soir. Donc ils ont commencé à bloquer le vendredi soir, et en France ça a commencé le samedi matin. Donc on peut pas dire, on l'a un petit peu, on dit toujours que le mouvement des Gilets jaunes a commencé en France, mais bon, à quelques heures près, on a commencé avant eux. Et ça, on leur dit pas de trop parce que il y a le chauvinisme qui est là. Non, moi j'ai commencé le 8 décembre, donc 3 semaines après, parce que j'avais remarqué sur les réseaux sociaux que ce qui se passait à Feluy, il y avait des choses vraiment bizarres. Et comme j'étais chauffeur, j'ai remarqué qu'il y a 3 camions qui se sont fait attaquer 3 jours d'affilée. Et comme je reconnais moi les camions et tout ce qu'il faut, quoi, j'ai vu que c'était 3 camions de la compagnie Colruyt. Et à cet endroit-là, il n'y a pas de Colruyt et il n'y a pas de dépôt Colruyt. Et donc c'était bizarre que 3 jours d'affilée, c'était toujours des camions de cette compagnie-là qui étaient attaqués, soi-disant. Un qui a pris feu, un qui a soi-disant été vandalisé, mais il y a une vidéo où on voit le chauffeur ouvrir les portes et il dit « Servez-vous ». Mais cette vidéo a disparu, bizarrement. Et le troisième, c'est au camion Bélier, ils ont défoncé un camion pour soi-disant le faire dégager, mais c'était vraiment bizarre. Et donc, moi, j'ai voulu mettre ça sur les réseaux sociaux, donc avec les photos des 3 camions, et en disant, voilà, il y a ça qui se passe, et c'est bizarre que c'est 3 camions de la compagnie Colruyt. Et quand j'ai appuyé sur Enter pour faire partir ma publication, elle n'est jamais partie. Elle ne voulait pas partir. Donc, j'ai changé un peu la phrase, elle ne part pas. Je fais une autre publication qui n'a rien à voir, ça part. Je refais une publication, et les algorithmes, je sais pas quoi, mais donc je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et donc, le 8 décembre, je dis, je vais une fois aller manifester à Bruxelles. Et ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas été manifesté. Je crois que c'était quand j'étais gamin avec ma maman que j'avais été manifesté pour les droits de l'homme
dans le village. Et donc, je lui ai dit, je vais une fois aller manifester. Et je suis arrivé à 11h du matin à Bruxelles. Et tout le monde se cherchait, puisqu'il n'y a pas d'organisation chez les Gilets jaunes. Donc, tout le monde se cherchait un peu pour savoir où ça commençait. Et à 11h30, j'ai été arrêté par la police, seul, dans la rue, en me demandant ce que je faisais là. Je viens manifester. Et on m'a ouvert mon petit sac. J'avais un petit sac à dos, il y avait un gilet jaune dedans. Et j'ai fait 9 heures de garde à vue. Sans aucun motif, quoi. Trouble à l'ordre public. Mais j'ai jamais reçu de papier ni quoi que ce soit, comme quoi que j'avais fait quoi que ce soit, quoi. Je me promenais dans la rue, je cherchais. Et donc j'ai fait 8 heures de garde à 9 heures de garde à vue pour ça, quoi. Et donc c'est là que moi j'aime pas la justice et c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai débuté, quoi. Quelle justice Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Et justement, on voudrait le mouvement des Gilets jaunes, c'est tous des citoyens qui trouvaient que le modèle de la société ne fonctionne plus et qui avaient leur mot à dire et donc qui venaient s'exprimer librement. Bien sûr, les médias, ils ont fait comme à chaque mouvement social, on met des casseurs devant et on ne filme que les casseurs. Les casseurs, ça dure 5 minutes. Les manifestations, elles durent des heures et des heures, des semaines, mais on va montrer que les 5 minutes de casse. Et on a quand même des preuves assez flagrantes que les casseurs, il y en a que c'est de la police, quoi. C'est ce qu'on a vu en France aussi. Ouais. Oui. Et donc ça, on a vraiment les preuves, quoi. Il y a même un policier déguisé en casseur qui perd son arme lors d'une manifestation. Et il y a quand même un jeune qui a fait 3 mois de prison en disant que c'était lui qui avait volé l'arme du policier. Alors qu'on a toutes les preuves aussi que l'arme du policier avait été remise... que le policier avait lancé son arme à un de ses collègues et le chargeur avait été remis 2 heures après parce qu'il traînait par terre dans la manifestation, quoi. Mais on a quand même pris un jeune et on l'a mis 3 mois en prison pour ça. Mais, vous avez dit que le mouvement était parti pratiquement simultanément entre la France et la Belgique. On dit, on peut le croire quand même, que les Gilets jaunes, c'est un mouvement spontané. Contrairement à d'autres mouvements historiques qui ont quand même été vite contrôlés, voire dirigés depuis le début. Mais le fait qu'on arrive à faire partir un mouvement en simultané de pays différents, d'endroits différents, est-ce qu'on peut croire vraiment objectivement que c'est spontané, parce que ça paraît quand même assez spectaculaire que sans consultation on puisse partir de noyaux différents, même dans des pays différents. Est-ce que le ras-le-bol était à ce moment-là vraiment similaire? Est-ce que c'était un heureux hasard, ou c'était la croisée des chemins où ça arrive? Ras-le-bol, c'est le mot exact, je pense, qui exprime ce qui était présent dans la société française, mais aussi dans la société belge. Il faut retenir que les mois avant l'explosion des Gilets jaunes, on a eu toute une période où les prix de l'essence, du diesel, augmentaient et qu'il y avait une grogne dans la population, et c'est s'est exprimé de cette manière-là. Ce n'est pas une coïncidence, parce que l'essence, les prix, c'est essentiel pour une grande partie de ces gens qui se sentaient attaqués. Ils ont exprimé ça en faisant des pétitions, en interpellant, mais après avoir fait le constat que ça n'a pas apporté beaucoup, ils se sont montrés, ils se sont exprimés dans la rue en mettant le gilet jaune, justement pour se visibiliser. Et c'était, d'un point de vue politique et psychologique, c'était un coup de maître. On a visibilisé un mouvement semi-spontané dans différents pays, et on doit admettre ça. L'ampleur du mouvement en France a influencé après les Gilets jaunes en Belgique et dans d'autres pays, heureusement. En tout cas, ce mouvement a rapporté quelque chose. A rapporté en France que Macron a été mis sur la défensive. En Belgique, a montré qu'il y a un grogne généralisé chez les populations et que les gens peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent prendre l'initiative. Et ça, c'est très important. Mais au-delà de la grogne qui a été révélée notamment en Belgique, puisqu'on est en Belgique, qu'est-ce qu'on peut... donc maintenant, ça fait 5 ans, 2018. Ouais, presque 5 ans, presque on y 5 arrive. ans. Qu'est-ce qu'on peut
quel est le résultat concret? Quelles sont les actions des Gilets jaunes? Concrètement, qu'est-ce que les Gilets jaunes ont amené? Quelle est la différence avec il y a 5 ans? Au-delà de la grogne et de la révélation que les gens en avaient marre, quel est le bilan un peu? Et est-ce que vous avez amené quelque chose? Il y a deux. Enfin, pour moi, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que il y a des gens qui ont pu s'exprimer. C'est une loi une victoire qu'on a eue en Belgique, c'est la loi sur la transparence des comptes qu'on a forcé les ministres à voter. Mais ça, je reviendrai plus tard. Et en négatif, on a montré que le politique ne veut pas que le peuple parle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de flagrant. On n'a jamais été invité ni sur les plateaux de télévision, ou alors mais c'était pour faire du show, ou alors c'était 3 minutes. Et quand tu as 3 minutes, tu sais pas t'exprimer. C'est pas possible. Le politique, lui, il peut aller tous les jours s'exprimer pendant 10 minutes. Et toi, en tant que citoyen, tu peux une fois aller 2-3 minutes avec des questions hyper orientées. Et si tu réponds de travers, on te coupe la parole ou alors t'es pas diffusé. Et donc, on n'a jamais été contacté non plus par les politiques pour dire mais qu'est-ce que vous voulez? Ça non plus, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. On a été interpellé les politiques chez eux ou à leur domicile ou dans des meetings. Et là, rien que le fait de mettre le gilet, il y a une peur chez ces gens. On se demande pourquoi ils ont peur. De quoi ont-ils peur, ces gens-là? De la concurrence déloyale, peut-être, des amateurs contre les professionnels. Ouais, eux, ils sont professionnels du mensonge, ça c'est sûr. Mais disons que nous, on voudrait simplement instaurer une démocratie par le peuple. C'est tout ce qu'on demande. On veut rien d'autre. On veut pas casser, on veut pas même délégitimer la politique. On veut simplement une démocratie. Mais concrètement, en synthétisant, c'est peut-être un peu complexe, mais comment on organise une démocratie par le peuple? Vous demandez quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez concrètement? Au départ, donc, on a beaucoup écouté Étienne Chouard. Donc, ceux qui ont suivi les conférences d'Étienne Chouard, c'est que... On rappelle qu'Étienne Chouard était notre premier invité, notre premier conférencier chez Artemus. Ouais. Et donc, c'est la démocratie par le peuple, quoi. On ne vote plus pour des partis politiques qui imposent leur programme. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le peuple décide de son avenir, des projets de société, et que les gens qui seront élus ne sont là que pour établir ce que le peuple a demandé. Donc, il n'est pas question de... par exemple, le peuple dit, voilà, nous, on ne va pas faire la guerre, on ne va pas construire des armes et on ne va pas envoyer d'armes. Et le politique doit dire, on n'enverra pas d'armes, parce que le peuple a décidé qu'on n'envoie pas d'armes. Je pense que si on fait ça sur la terre entière, il n'y a aucune population qui va dire on va fabriquer des armes pour les envoyer et pour aller faire la guerre. Pour ce qui est du Covid, par exemple, c'est un autre exemple qui est actuel, je ne vois pas la population dire on va fabriquer des laboratoires à virus pour fabriquer des virus, pour les mettre dans la population, pour faire travailler Big Pharma. Si on donne le pouvoir au peuple de dire est-ce qu'on fait des laboratoires à virus ou pas, mais le peuple va dire non, on ne va pas faire de laboratoire à virus. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est que le peuple puisse proposer des projets de société et que le politique n'est là que pour faire ce que le peuple a envie. Je vais poser une question provocatrice, mais est-ce que ça vaut la peine de se bouger alors que toutes ces décisions viennent d'en haut, elles viennent de l'OTAN, elles viennent de l'OMS, elles viennent de la Commission européenne, pseudo-démocratique? C'est une question difficile. Mais pour revenir sur les Gilets jaunes et leur efficacité, il y a eu des élections en mai 19. Paradoxalement, comme Gilets jaunes, on n'a pas participé aux élections. Un journal flamand a écrit « Les Gilets jaunes ont gagné les élections ». D'une certaine manière, l'analyse était les problématiques que les Gilets jaunes avaient mis en avant étaient dans le centre de ces élections-là. Et les partis qui ont pu exprimer ce sentiment, pu accaparer ce sentiment, ils ont gagné, ils ont avoir eu de bons résultats dans les élections. Ça veut dire que les Gilets jaunes, comme mouvement, n'ont pas été un grand succès, comme mouvement, mais ils ont mis en avant des trucs dans la société. Deuxièmement, ils ont mis en question la politique existante et les organisations existantes. On a eu une interpellation importante dans les syndicats où les membres, les syndicalistes étaient
impressionnés par ce mouvement des Gilets jaunes. C'était un mouvement vrai, tout le monde pouvait le sentir, le savoir. Et c'était, comment dire, on faisait un claim sur le pouvoir. Et ça, en général, n'est pas fait par tous les partis existants, par tous les mouvements existants dans la société. Et ça, c'est un acquis des Gilets jaunes. Malheureusement, on n'a pas pu gagner en France non plus, et certainement pas en Belgique. On a été trop faible, on n'a pas été assez attirant pour une grande partie de la population. Mais même en Belgique, les Gilets jaunes, dans des opinion polls, comment on appelle ça en français? Les sondages d'opinion. Les sondages d'opinion. Très longtemps, le sympathie d'une grande partie de la population est restée chez les Gilets jaunes, et on est resté soutenu. Mais ça amène une autre question, parce que Ludovic parlait des institutions plus ou moins légitimes qui décident, et que là, on est en dessous, que faire? Mais à l'inverse, est-ce que le peuple est présent, et est-ce qu'il est prêt à ce changement? Est-ce qu'il a envie d'y aller? Est-ce qu'il va participer réellement à tout ça de manière massive? C'est un peu comme dans n'importe quelle société. Il y a, on va dire, 1% d'élite qui veut commander, 90% de suiveurs et 9% de gens qui veulent changer les choses. Le problème, c'est que les 9% n'ont pas le pouvoir ni financier ni le pouvoir de la police pour faire changer les choses. Ni les banques, ni la banque, ni l'argent pour le faire. Et donc, c'est ça le problème. Mais c'est pour ces 1% que nous, on se bat, quoi, pour que ça change. Pour revenir au 26 mai 2019, le jour des élections, c'est la deuxième fois que j'ai fait de la garde à vue aussi, pour avoir simplement été à la manifestation devant la gare du Nord, et où encore une fois les bus sont arrivés, on a été encerclés, et puis on a passé notre journée dans les casernes de la les anciennes casernes de la gendarmerie, où est-ce qu'on était encore 350, quelque chose comme ça. Donc il y a l'invisibilisation qui est programmée par l'État, par les médias, par l'État, par la police, pour faire croire qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Et donc tous les premiers samedis du mois, on organise un rond-point Gilets jaunes en Belgique. Dans des endroits différents? Chaque fois une ville différente. C'est toujours le cas ou c'était... C'est toujours le cas. Okay, non, c'est toujours le cas. Donc, il y a un calendrier, on peut trouver ça quelque part. Alors, vous pouvez trouver sur la page Facebook les Gilets jaunes de Belgique, au pluriel. Et tous les mois, donc, on va sur ce rond-point et on a un accueil, mais phénoménal. Toutes les voitures klaxonnent. Donc, on a vraiment un soutien de la population. Et on a même été surpris parce qu'on en a fait un jour à Knock. Et on s'est dit, là, on va avoir beaucoup de passer de belles voitures, mais on n'aura pas... Eh bien, figurez-vous que ça, c'était vraiment bizarre. Même là à Knock, malgré qu'on voyait que des grosses voitures, eh bien, ils nous soutenaient aussi. Donc, c'était impressionnant de voir que... Et souvent, c'était même la petite madame qui était assise à côté, qui disait à son mari, klaxonne, klaxonne. C'était très rigolo. Alors, nous ne déclarons pas les ronds-points, parce que nous disons que nous, en Belgique, nous avons le droit de nous exprimer sans demander l'autorisation. Et donc, on prévient toujours la police comme quoi qu'on va venir à telle adresse. Bon, de toute façon, on est suivi. Hein. Ils suivent la page Facebook, la police, donc les RG, bonjour, vous nous connaissez tous. Et donc, ils nous suivent et ils nous téléphonent pour dire c'est quand, c'est où. Donc, ils demandent. Et donc, nous ne demandons. Alors, ils disent ouais, mais il faudrait déclarer. Non, on ne va pas déclarer parce que, de un, on ne va rien bloquer. Et de deux, on a le droit d'exprimer en Belgique. C'est dans la Constitution. Et donc, nous y allons. Et on a toujours un très, très bon rapport avec la police qui, quand on discute avec, c'est des citoyens comme nous et qui ont de la misère aussi, qui payent aussi leur chauffage, qui payent aussi leur électricité, et très cher, et ils savent aussi qu'il y a une grosse partie qui part aux actionnaires, et donc la police, c'est parce qu'elle a son petit salaire qui tombe tous les mois par l'État, qui est un peu sur la retenue, mais le droit de réserve aussi, qui fait que... On a aussi fait une action il n'y a pas longtemps, et on voit par là que nos actions, elles sont très ciblées, mais on n'arrive jamais à montrer que nous avons été les précurseurs. Et donc, il y a quelques mois, on a été du côté d'Ixelles,
au cimetière d'Ixelles, dans un café qui ne voulait pas que l'on paye avec du cash. On est rentré dans le café à une trentaine de gilets jaunes, sans gilet. Et notre action, c'était de boire un verre. Vous allez dire, c'est rigolo. Grosse action. Comment ? Grosse action belge. Boire un verre, ouais. Et donc, nous avons tous bu un verre. Et puis, à un moment donné, on a tous demandé l'addition en même temps. Et nous avons voulu payer en cash. Donc, en monnaie sonnante et trébuchante. Et le gérant n'a pas voulu. Il voulait absolument qu'on paye en carte. Et nous, on a dit non, il est hors de question. Dans la loi belge, il est autorisé. Enfin, il est interdit d'interdire de payer en cash. Donc, on a tous payé en liquide pour finir, parce qu'il a vu que bon, il ne savait pas faire autrement. Il ne voulait pas rendre la monnaie. Donc, mais bon, comme on était nombreux, on a su faire pour payer juste. Et c'est même dommage. Je regrette même de ne pas avoir donné plus, parce qu'après, j'aurais pu le porter plainte pour vol, puisqu'il ne voulait pas me rendre ma monnaie. Ça, c'est un petit bémol que je n'ai pas réfléchi sur le moment. Et puis, on est tous sortis, en ayant tous payé. Et puis, la police est arrivée. Bah alors... des combis, des vélos, la place était cernée, la petite place était cernée. Pardon, c'est le propriétaire qui a appelé la police ? C'est le propriétaire qui a appelé la police. Et donc, quand la police, on est comme là, on avait mis tous nos gilets, on a été cernés, et puis ils ont dit qu'est-ce qui se passe ici ? Qui n'a pas payé ? Et on avait tous payé. Et donc, ils ont fait vider le café pour savoir s'il n'y en avait pas un qui restait dedans qui n'avait pas payé, quoi. Donc, même les autres clients, ils ont été virés. Et après, le chef de la police est arrivé et puis on a expliqué notre action. Et on a eu la plus belle réponse, je pense, qu'on pouvait avoir. C'est dommage que je suis en uniforme et je ne le savais pas, autrement je serais venu et j'aurais fait l'action avec vous. Et donc ça, c'était une super action, mais c'est un one-shot. Et le gars, il y a toujours sa pancarte devant chez lui et il y a toujours cette pancarte qui dit qu'on ne peut pas payer en cash. Donc... dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, et maintenant, il y a des partis politiques qui ont repris notre action en disant ouais, il faut garder le cash, mais c'est très subvertif parce que ça, ils disent que oui, on va payer, on va mettre du cash. Donc maintenant, les communes, elles sont dans l'obligation. Enfin, il y a quelques communes qui sont dans l'obligation de mettre un distributeur de billets. Mais il faut savoir que donc c'est des banques qui se sont regroupées pour mettre des distributeurs de billets, mais que c'est à charge de la commune. Donc c'est la commune qui doit donner le local, c'est la commune qui doit sécuriser le local, et donc tout ça est à charge de l'État, donc de nous-mêmes, de nos impôts. Et c'est plus les banques qui se chargent de sécuriser dans leurs banques, et donc c'est encore une fois un système pour encore une fois prendre du pognon. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que bon, on pourrait dire ouais bah bon pour la sécurité, parce que c'est toujours le même thème, c'est toujours la sécurité. Il y a deux points très importants. C'est que quand vous payez avec votre carte, admettons que vous payez 50 € quelque chose. Il y a 10-20 centimes qui partent à la banque avec votre carte. Mais quand vous avez fait autant de transactions, vos 50 € ne valent plus 50 €. Ils ne valent plus que 30-40 €, puisqu'ils ont, chaque fois, la banque a pris une somme derrière, 20-30 centimes à chaque transaction. Donc après quelques mois, vos 50 € ne valent plus que 20-30 €. Tandis que votre billet de 50, il reste toujours à 50 €. Il va pas être dévalué, quoi. Donc là, il va pas partir dans les caisses des banques et de la finance. Donc ça, c'était une première chose. Et une deuxième chose, c'est la traçabilité, quoi. Maintenant, on peut plus rien acheter, on peut plus rien faire. Et je compare ça à la carte Sodexo. Moi, j'ai droit à des chèques repas, mais j'ai pas envie d'aller dans les multinationales acheter. Donc moi, j'aimerais bien aller à la ferme de mon village acheter quelque chose. Mais l'État a fait un système pour que je ne puisse pas dépenser mon argent chez le petit agriculteur du coin. Je suis obligé d'aller le dépenser dans une multinationale. Et ça aussi, on le dénonce par cette action. Et on ne donnera pas le nom de l'établissement du cimetière d'Ixelles. La Bastoche. C'est ce qu'on a dit, on ne donnera pas le nom. Oh, la grève. J'ai une question pour Théo, justement, vous qui avez été syndicaliste encarté FGBT. Est-ce qu'il y a eu, du côté, on va dire, des syndicats, du côté des politiques, un besoin de vous parler et de voir un peu s'il y avait des possibilités de synergie pour vous aider dans votre mouvement ou pas du tout? Oui, ça a été le cas. Le mouvement des Gilets jaunes a été
en train de parler avec les syndicats, c'est évident. Deuxièmement, le mouvement a fait impression sur la base des syndicats et même les affiliés. Ça, c'est aussi très clair. Et troisièmement, la question de la légitimité, de la crédibilité des syndicats. On a apporté quelque chose. On a montré qu'un mouvement, même relativement pas nombreux, a pu obtenir des trucs. Je veux revenir sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, par définition, c'est un mouvement. Ça veut dire ça monte, ça descend. Et c'est évident qu'on est dans... Le creux de la vague. Oui, c'est tout à fait vrai. Ce qui reste, c'est on a exprimé un sentiment dans la société. On l'a fait d'une manière convaincante. On a été reconnu comme ça. Et troisièmement, je constate que la politique en général, le pouvoir est fort parce que justement, ils ont le pouvoir. Par définition, c'est ainsi. Mais ils ont eu des difficultés énormes, en France surtout, mais aussi en Belgique, pour légitimer ce pouvoir. Et les Gilets jaunes ont été une force, comment dire, qui a affaibli cette emprise. Deuxièmement, dans l'avenir, on peut s'attendre à des mouvements similaires. Peut-être ils ne s'expriment pas de cette manière-là avec le gilet jaune, mais d'une autre manière. Ça veut dire des mouvements qui viennent du peuple, des classes populaires, des classes d'en bas, qui se mettent en mouvement et qui revendiquent leurs exigences. Par exemple, et ce n'est pas une coïncidence, dans les Gilets jaunes, on a parlé beaucoup de Chouard, mais aussi des idées de Chouard, c'est-à-dire instaurer le référendum, impliquer la population dans la politique. Et c'est possible d'une manière pratique. Depuis, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement très large, avec beaucoup d'opinions. Il y a des gens comme moi qui ont essayé de mettre en pratique ces trucs-là. Dans ma commune, j'ai fait des interpellations citoyennes qui ont rapporté. À Gand, par exemple, il y a un référendum communal sur le logement qui va se faire en octobre. Ce sont des idées, des propositions qui ont... comme d'origine, aussi le mouvement des Gilets jaunes, et des mouvements qui peuvent exprimer un sentiment qui reste présent dans la société. Les gens d'en bas ne se reconnaissent pas dans le monde politique, dans le système des partis politiques, dans la manière comment la politique est organisée pour l'instant. Et ils veulent s'impliquer, ils veulent se mêler de ces choses-là. J'ai une autre question. Je vais compléter parce qu'un jour on a été appelé par la FGTB à Namur. Donc c'est bien la LGTB. Hein. Ouais. Quand on le dit vite, on a une autre chose. Donc c'est la FGTB. FGTB, oui, quoi, le plus gros syndicat belge. Et donc on est appelé par la FGTB. Donc c'est le plus gros syndicat en région wallonne. Et là, on arrive à 12 gilets jaunes un jeudi matin. On arrive. Parce qu'on avait été invité, et on rentre, on est accueilli, et là il y a toutes les... comment on appelle ça encore il y a tous les sectoriels qui sont là, tous les groupements sectoriels, donc il y a la construction, il y a les métallos, il y a l'ORECA, il y a vraiment tous les secteurs qui sont là, et on est dans une salle où il y a au moins 80 personnes, et nous on est une dizaine. Et puis il y a Botson, il y a 3 gros Tabellini et d'autres qui sont là. Et puis là, ils présentent, on a invité les Gilets jaunes qui puissent s'exprimer. Et ils nous regardent et fait, vous avez 10 minutes. Alors on s'est dit, ils se foutent vraiment de notre gueule, ces gens. Donc on s'est exprimé, on a pris plus que 10 minutes, on a pris 1 heure. Ils n'étaient pas très contents, mais je dis, mais vous vous rendez compte que nous, on travaille tous. On avait fait le tour de table, on était tous des travailleurs, donc on avait dû tous prendre une journée de congé pour venir s'exprimer 10 minutes. Quoi. Vous auriez pu faire ça le soir, après le travail, on serait venu certainement beaucoup plus volontiers que là, on a dû prendre une journée de congé pour vous. Et en plus de ça, vous nous donnez 10 minutes, quoi. Et pour la conclusion, c'est que on sentait qu'ils avaient peur de nous et qu'ils n'avaient pas envie de nous exprimer, que l'on s'exprime. Et leur conclusion, c'est oui, on vous a compris. On va vous rediriger dans nos centrales par région.
Donc ça veut dire, allez, voilà, tu pourras aller te plaindre mais on s'en fout de leur centrale, on s'en fout de leur truc, quoi. Donc on est parti là un peu déçus, mais on a bien fait de le faire parce qu'au moins on sait que c'est comme ça qu'ils nous prenaient, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de soutien, on va dire, en tout cas en Belgique, du politique sur le mouvement qui a été les Gilets jaunes. Mais Que sont les Gilets jaunes en tout cas, En contrôle peut-être, mais pas un soutien. voilà, mais en tout cas, au niveau de ce jour-là, on a les 12 qui étaient là, on était tous syndiqués. Ok, Donc ouais, on fait partie des, Oui, oui. on est des syndicats de la base, quoi. On est des syndiqués parce qu'on est ouvriers tous, on était tous ouvriers là. Mais au départ, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était à 95% des gens qui travaillaient. Et c'était même bizarre parce qu'il y avait même plus d'indépendants que d'ouvriers. D'accord. Dans le mouvement des Gilets jaunes, à Feluy, il y avait beaucoup d'indépendants et dans les manifestations à Bruxelles, il y avait beaucoup d'indépendants. Et des gens qui ne s'en sortaient pas, quoi. Des gens qui travaillaient 15 heures par jour, mais qui ne s'en sortaient pas. Et donc, on a fait le tour. On se dit, c'est un mouvement où est-ce qu'il y a les chômeurs, les classes sociales basses et compagnie. Mais non, c'était même pas vrai. Il y avait des médecins, il y avait plein. Il y avait vraiment toute la société était représentée dans le mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr, à la RTBF et à RTL, ils n'ont jamais dit ça, quoi. Et donc là, on voyait vraiment qu'il y avait l'engouement du peuple qui est un ras-le-bol, comme on a dit tantôt. Et c'est une question pour Théo, mais comment a été perçu le mouvement des Gilets jaunes en Flandre? Parce que c'est vraiment... En Flandre, Oui. le mouvement a été plus faible qu'en Wallonie. Il y a des raisons pour cela. Oui, c'est pour ça. C'est la situation économique qui est moins mauvaise que dans la partie francophone du pays. Hein. Et deuxièmement, il y a aussi moins l'élément qui joue, surtout en France, mais aussi en Wallonie, qu'il y a des régions qui sont, mis à côté, qui ne connaissent pas le même développement qu'ailleurs, la destruction des services publics dans différentes communes, des communes qui sont délaissées aussi par un peu, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, par l'économie, où tout devient plus difficile. Ça a joué dans certaines régions francophones. Ce n'est pas une coïncidence que le mouvement a été le plus fort dans la Hainaut et à Liège, justement deux régions qui sont sinistrées sur le plan économique et social. Ça joue dedans. En Flandre, ça a été moindre. Et troisièmement, un élément qui joue, c'est aussi la langue. Okay, oui. L'influence de la France a été importante. Ça a été une inspiration. En Flandre, c'est évident, c'est plus difficile pour suivre les événements. Et ça a fait qu'en Flandre, le mouvement a été moins fort que dans la partie francophone. Mais il faut relativiser ces choses-là. Malheureusement, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas été un mouvement massif comme en France. En Belgique, notre manifestation le plus important, c'était le 8 décembre, où Nicolas a participé, ou moi aussi, et participé. Et moi, j'ai été arrêté plus tard. Et j'ai été à Etterbeek dans la caserne plus tard la journée. En tout cas, on était quelques milliers. Mais on faisait, déjà impression. Il ne faut pas se leurrer. À ce moment, le gouvernement était encore en train d'exister. Quelques jours après, ce gouvernement a été tombé, justement sur la question de la discussion sur le pacte Marrakech. Et c'est à ce moment-là, le 8 décembre, que c'est devenu très clair que notre gouvernement a choisi pour réprimer le mouvement des Gilets jaunes. Les premiers jours, ce n'était pas encore clair. On hésitait, on discutait, on voyait que c'était un mouvement avec plusieurs positions. Il y avait aussi la discussion sur les impôts dedans, et les forces politiques ont essayé d'accaparer, de récupérer ce sentiment. Mais le 8 décembre, c'était devenu clair. On a choisi, on va réprimer ce mouvement, et on a eu les effets. On a été arrêté, on a été matraqué, on a été casé à ce moment-là. Mais quid des policiers dans ce mouvement? Et est-ce qu'il y a des policiers chez les Gilets jaunes? Comment ça se fait qu'eux ne prennent pas part aussi à ces manifestations? Parce qu'ils sont directement concernés. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent aussi dans des situations précaires. Ils ont aussi des difficultés de payer les fins de mois pour les policiers. Je pense qu'il est tout aussi dur que pour un ouvrier. Comment expliquer que justement eux ne prennent pas part à ce mouvement? Mais il y en avait. Il y avait des policiers, mais bon, bien sûr, ils ont le droit de réserve.
Ils ne peuvent pas s'exprimer parce que dès qu'ils s'expriment, ils ont des problèmes dans leur hiérarchie et dans leur boulot. Mais il y a un parallèle qui peut être fait quand on a connu la Boom 1 et la Boom 2 à Bruxelles, qu'on a vu la police charger sur des jeunes qui écoutaient de la musique. Je vais juste rappeler pour les auditeurs, donc on a eu une boom qui a été organisée par les jeunes. Durant les périodes de confinement, c'était au Bois de la Cambre, où les jeunes ont décidé de se réunir pour festoyer, puisque ça faisait des mois qu'ils étaient confinés. Et effectivement, la répression policière a été très conséquente. Oui, il ne faut pas minimiser. Hein. Ils n'écoutaient pas seulement de la musique, ils étaient assis sur l'herbe et ils profitaient du soleil. Hein. Ouais, Oui, C'est vrai, c'est quand même un peu, ça fait un peu beaucoup. Quand Voilà, même. Ouais. Mais si on fait la comparaison avec la répression qui s'est abattue sur les manifestations à Anderlecht après la mort d'Edil, c'était autre chose. C'était d'une autre violence. Je peux vous garantir cela avec les jeunes du Boom, qui étaient plutôt originaires des côtés un peu huppés de Bruxelles. On a été moins fort dedans. Mais entre parenthèses. Mais je pense que la question des policiers et leur présence dans ce mouvement, c'est clair. C'est pour toutes les catégories sociales. Ils s'investissent dans un mouvement quand ils croient que ça vaut la peine. Et ça, c'était en même temps la force et aussi la faiblesse des Gilets jaunes. On n'était pas assez attirant pour tout le monde pour soutenir ce mouvement, surtout parce qu'on a été réprimé depuis après 3 semaines d'existence. En tout cas, en France, où le mouvement a été plus massif, le gouvernement a eu les plus grands problèmes pour pas seulement pour réprimer, mais aussi pour reprendre l'initiative politique. Et on voit où on est Macron maintenant. Il est complètement sur la défensive, pas seulement parce qu'il y a eu les Gilets jaunes, mais aussi les mouvements sociaux contre l'augmentation de l'âge de la pension. Mais c'est vrai que l'histoire de la police, c'est un sujet plus global, parce qu'on a ça, on se pose la question, enfin beaucoup de gens posent la question, quand il y a des revendications sociales, enfin du peuple, au-delà des Gilets jaunes, tout le monde attend toujours que la police ou l'armée change de côté, mais ça a l'air d'être un peu quelque chose de très utopique, et qui n'arrivera pas apparemment, parce que le système est conforté. C'est un peu, on se demande si ça arriverait ou pas finalement, cette idée-là. On ne sait pas, on ne peut pas prévoir l'avenir. En tout cas, il y a des situations dans le monde, partout dans le monde un peu, où des régimes ont craqué à cause des grèves ou à cause des manifestations. On a parlé beaucoup du printemps arabe, c'était le cas, des régimes comme en Tunisie, en Libye, en Égypte. Ils ont été démolis par les manifestations. Malheureusement, ça n'a pas été le cas à d'autres occasions, mais pour prendre l'exemple de la France, le régime de Macron n'a pas été renforcé par tout cet épisode Gilets jaunes et cet épisode de mouvement contre l'augmentation de l'âge de la pension. Mais le régime de Macron est toujours en place. Malheureusement. Mais il y a aussi une autre chose qui manque, je pense, aux Gilets jaunes, et je pense qu'on va y aller, puisqu'il y a la classe moyenne qui, globalement, il y a 5 ans, vivait encore confortablement. On se rappelle, en France, je pense que le diesel était à 1,50. Aujourd'hui, on est quasiment à 2 euros. Il y a eu aussi des augmentations de tout ce qui est gaz pour se chauffer, etc. Donc la classe moyenne commence aussi à être attaquée. Donc, ce qui donne raison, finalement, aux Gilets jaunes d'avoir sonné le glas d'alarme en disant le futur va commencer à être de plus en plus dur. Or, ce qui manquait, en tout cas en France, c'était que la classe moyenne n'a pas vraiment participé je parle des cadres supérieurs ou des cadres ingénieurs et autres, des employés. Et là, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour, je pense, créer un nouveau mouvement et arriver à amasser plus de gens dans une contestation qui serait une contestation du peuple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est la petite phrase que je sors tout le temps, c'est quand les gens ont quelque chose encore à perdre, ils vont pas bouger parce qu'ils ont quelque chose à perdre, quoi. Mais c'est parce qu'ils ne bougent pas qu'ils vont tout perdre. C'est ça le problème. C'est qu'ils ne comprennent pas que sans bouger, ils ont peur pour 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Tout serait vite réglé, hein. Parce que qui détient la politique? C'est la finance qui détient la politique. Donc il suffirait de faire une grève générale qui dure quelques semaines et l'affaire est classée, hein.
La finance va s'écrouler. Les gens, on va revenir certainement à beaucoup plus De lien social. de liens sociaux, beaucoup plus de travail. C'est pas le petit peuple qui a, je dis le petit peuple, Oui, je sais. mais c'est pas le petit peuple qui a décidé de fermer les usines en Europe et d'aller tout mettre en Chine. C'est pas le petit peuple qui a décidé de faire une agriculture intensive. C'est pas le petit peuple qui a décidé de faire de l'augmentation des impôts. C'est pas le petit peuple qui a décidé de faire des actionnaires. C'est pas le petit peuple qui a décidé de faire la bourse. Tout ça, c'est des conséquences, mais encore une fois, on revient à l'idée de base des Gilets jaunes, c'est de reprendre le pouvoir et de décider ce qu'on veut faire après. Et donc là, il y a vraiment matière à faire, il y a du boulot, hein. Mais maintenant, il faut aussi que le citoyen il se reprenne en main. Parce que si le citoyen, on a bien vu ce que ça donne de laisser faire à certains. Si il n'y a pas de garde-fou, automatiquement, on replonge chaque fois dans ce train infernal, dans ce circuit infernal. Donc il faut que le citoyen il se reprenne en main. Mais ça ne demande pas non plus des efforts incommensurables, hein. Quelques heures par mois suffisent pour qu'on reprenne notre démocratie en main, hein. Quelques heures par mois, hein. Mais ça, je reprends donc ma question de tout à l'heure. Est-ce que le peuple est prêt? C'est une chose, mais est-ce qu'il a envie? Parce que sérieusement, quand on parle des classes moyennes, c'est des gens qui ont quand même encore un certain confort et qui croient encore à ce système et qui ne vont pas commencer à remettre en question leur vie, même quelques jours, quelques heures par semaine, etc. Et ça, je pense, c'est un des gros problèmes. Et le système compte aussi là-dessus. Et le système peut amener ces gens, les tenir encore un moment et à peut-être arriver là où il veut. Et les gilets jaunes, et puis le petit peuple, entre guillemets, sera toujours cette minorité qui pourra bien se battre, mais qui aura en face de lui le pouvoir, il n'y a pas beaucoup de monde, mais cette masse au milieu, qui préférera toujours, ce qu'on disait, la sécurité à la liberté, pour reprendre un slogan. Et pour l'instant, quand un mouvement massif comme en France, contre l'augmentation de l'âge de la pension, ne gagne pas, ça veut dire qu'il y a un problème pour tout le monde. C'est évident. On n'a pas été aussi fort pour faire reculer Macron et son gouvernement. C'est un problème qui se pose pour tout le monde, pour chaque organisation, pour chaque orientation politique et aussi pour les Gilets jaunes. On ne compte pas d'avoir des réponses à chaque question qu'on peut poser à ce moment. C'est un mouvement, en plus, plus ou moins spontané, du peuple, mais qui n'a pas résolu tous les problèmes. Et on ne peut pas attendre d'un mouvement tellement diffus, tellement divers, que ce mouvement va trouver toutes ces questions. J'inverse les choses. Est-ce que la politique, pour l'instant, le système est ainsi fort? Non, je ne le pense pas. Il n'est pas très légitime. Il est fort parce qu'il a le pouvoir. Et on voit déjà les craquements dans ce pouvoir, justement dans le comportement, dans l'idée que les citoyens se font de la politique. La politique est vue comme une chose pas très, très positive. Les politiciens sont vus, dans le meilleur des cas, comme des petits voleurs. La plupart du temps, on les voit comme des voleurs ou des gangsters. Mais je ne veux pas généraliser pour tous les politiciens, mais en tout cas, le système politique n'est pas ainsi fort. Et ce qui manque, ce sont justement les étincelles, des mouvements, des occasions. On peut se demander pourquoi les citoyens, un grand nombre de ces citoyens, ne revoltent pas tous les jours, parce qu'ils ont raison. Ils ont raison. Par exemple, à Bruxelles, et je reviens sur le pratique, sur le concret, il y a eu l'instauration de tous ces changements dans le trafic, dans la mobilité. Il y a eu des révoltes qui ont eu des résultats. À Anderlecht, on a dû retirer ce plan qui ne tenait pas compte des gens dans des quartiers comme Curiem. Mais ce que fait, et c'est un reproche que j'ai fait à un grand nombre de partis politiques et des gens qui sont dans des mouvements sociaux, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils ne connaissent pas ces milieux populaires. Ils ne s'intéressent pas vraiment à ces milieux populaires et ils ne retrouvent pas des liens avec ce mouvement. Et ces mouvements se manifestent et c'est similaire. C'est comme les Gilets jaunes.
à Curien. C'était une révolte contre un plan qui a été introduit par la commune sur des choses un peu banales. L'organisation du trafic, l'essence du trafic dans des rues, et des gens se sont révoltés parce qu'on ne tenait pas compte de leurs besoins, de leurs exigences. Et ils l'ont exprimé d'une manière très forte. Il y a eu des interpellations citoyennes, il y a eu des manifestations. En tout cas, la politique a été très impressionnée, et ça a eu comme résultat qu'à Bruxelles, partout dans les communes, on est très hésitant à introduire ces plans-là. Et heureusement, c'est la manière, je ne dis pas que c'est un mouvement comme les Gilets jaunes, mais ce sont les mêmes forces sociales qui s'expriment, les mêmes attitudes, ils font du bruit, ils se laissent entendre, ils prennent le devant de la scène. Et ça, je me réjouis de cela. Mais malheureusement, par la séparation sociale des différents milieux sociaux, ce n'est pas même pas connu, et je le ressens tous les jours, même des gens de bonne volonté. Moi aussi, je suis pour la transition écologique, mais la plupart des gens qui ont des sympathies pour l'écolo ou Groen ne connaissent pas vraiment de quoi il s'agit. Ils ne prennent pas très au sérieux ces groupes-là, et ils disent, et on revient sur cela, cette explication, ce sont des gens derrière, des agents qui créent ce mouvement, des violents qui instaurent ce mouvement, ce qui est totalement faux Oui, de la plaque. Finalement, ce que vous dites, c'est que localement, il y a vraiment moyen de faire bouger les choses, et l'exemple de Curien le montre. Oui, les gens bougent d'eux-mêmes. Il ne faut pas il faut pas s'inventer des trucs. Mais il faut quand même noter que les Gilets jaunes ont quand même réussi des choses, notamment par exemple la transparence de la Cour des comptes. Ouais. C'est un des points forts. Je vais d'abord revenir sur ce qu'on vient de dire. C'est le politique fait croire que le peuple ne sait pas décider. Ouais. Le peuple ne sait pas agir. Et donc, on a vraiment un gros problème d'éducation. Déjà, on n'apprend pas la Constitution à l'école, ce qui devrait être déjà au moins une fois lu en première ou en deuxième secondaire. On n'apprend pas à remplir sa feuille d'impôt. Donc on dit que le Belge est égal devant la loi, mais on ne sait pas comment. Il y en a qui arrivent avec un peu de sous, on arrive à faire pour payer beaucoup moins d'impôts. Le Belge n'est pas égal puisque si tu as beaucoup d'argent, bah, tu sais prendre des avocats. Moi, je ne vois pas un ouvrier qui gagne 15 € de l'heure aller payer un avocat qui demande 220 € de l'heure. Là, il y a aussi un problème. Donc ça pour moi, Sachant qu'en plus, depuis quelques années, il y a la TVA sur les professions libérales, donc sur les avocats qui sont devenus encore plus un service de luxe. Donc, pour moi, le métier d'avocat et compagnie, les gens devraient aller gratuitement. Ça devrait être dans nos impôts, et la justice devrait être gratuite, comme les soins de santé. Les deux devraient être gratuits. On ne doit pas gagner de l'argent sur les soins de santé, et on ne doit pas gagner de l'argent sur la justice. Et là, on voit que c'est ce qui coûte le plus cher pour chaque citoyen. Et donc, donc la population, elle est capable de faire des routes, elle est capable de faire des hôpitaux, elle est capable de soigner, elle est capable de soigner à cœur ouvert, elle est capable d'enseigner. La population, elle est capable de tout. Et elle a l'interdiction de s'autogérer, l'interdiction de décider. Et ces ministres qui ne savent rien faire, c'est eux qui décident de tout. Mais eux, ils savent rien faire. Pour la majorité des cas, ils sont avocats. Et donc, on voit qu'il y a 1001 magouilles dans le système politique belge, enfin étranger aussi, mais en Belgique, il y a 1001 magouilles. Et comme ils sont tous avocats, normalement, l'opposition devrait attaquer celui qui a fait des magouilles. Et bien, il n'y a jamais une plainte en justice non plus. Donc là, il y a vraiment des choses bizarres qui sont faites. Alors, pour revenir à ta question, Nicolas, au niveau de la transparence des comptes, un jour, on cherchait après des actions symboliques à faire, symboliques, et pas que symboliques, mais aussi des actions concrètes à faire pour qu'il y ait plus de démocratie en Belgique. Et donc, on est tombé une fois dans une réunion comme ça faisait assez résistant, dans une cave à Bruxelles. Il y avait tous des groupements. Et puis, chacun exposait un petit peu sa façon de voir les choses. Il y avait des syndicats. Il y avait des syndicalistes qui étaient là. Il y avait des féministes, il y avait des trucs de chômeurs, il y avait vraiment tout, quoi. Et il y avait Transparencia qui était là, Cumuléo aussi était là, et Transparencia qui était là et qui dit, ben voilà, moi ça fait plusieurs années que j'essaye de faire passer une loi avec un député écolo,
à la région wallonne de faire passer une loi sur la transparence des comptes. C'est-à-dire qu'en Belgique, on a le droit d'avoir les documents administratifs, que ce soit pour la comptabilité d'une nouvelle piscine ou d'un nouveau trottoir devant chez vous, ou de n'importe quelle décision qui pourrait être faite dans votre commune ou à l'échelon régional. Même si vous voulez les mails de votre bourgmestre ou d'Elio Di Rupo, vous pouvez les demander, puisqu'il travaille pour le public, il a le droit, nous, en tant que Belges, on a le droit d'avoir ces informations. Alors, ce qui se passait dans le temps, c'est qu'on demandait, et le politique disait oui, on va vous les donner. Mais ça durait des années, et il fallait prendre des avocats pour finir, donc ça coûtait cher et tout ça. Et la loi, là, elle disait que le politique avait 1 mois pour répondre, et après un 2e mois, s'il ne répondait pas, par la CADA, pour avoir les réponses. Et après 2 mois, là, automatiquement, le politique qui ne répondait pas devait payer des astreintes. Donc il y a même moyen de se faire des sous. Si celui qui a envie d'embêter un peu son bourgmestre, il y a moyen de se faire des sous en demandant des questions bien concrètes sur les comptes et d'autres trucs en Belgique. Vous passez par le site transparencia.be et là, vous pouvez poser vos questions. Il y a déjà toute une série de questions qui ont été posées par les citoyens, donc vous pouvez déjà aller voir les questions qui ont été posées. Et donc, par exemple, une des questions qui a été posée dernièrement, c'est avec le Covid, c'est combien ont coûté l'achat des panneaux de porter le masque à Liège. Donc rien que la commune de Liège, ça a coûté 28 000 € rien que pour quelques panneaux bleus pour mettre le masque. Ici à Bruxelles, ils ont pour le plan Good Move, pour 8 plots en béton, ça a coûté 4 millions d'euros. Pardon 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, oui. Donc je sais pas, c'est du béton, peut-être du gravier en or, enfin je sais pas comment ils ont fait ça, mais et donc là, on voit que notre argent, il est vraiment utilisé n'importe comment. Et donc, mais il faut savoir qu'est-ce qui coûte, parce que quand on voit ce qu'on paye comme impôt, déjà ce que notre patron paye comme charge par rapport à nous, puis après ce que nous on paye encore comme impôt, puis après encore les taxes qu'on paye, pour finir sur 2 000 €, il vous en reste 500 quoi. Quand vous avez tout payé, à peu près 20%, 25%. Ouais, donc il vous reste plus rien quoi. Mais que font-ils de tout cet argent? Moi, je me pose toujours la question tous les jours, mais que font-ils de cet argent? Moi, je travaille un peu dans le bâtiment, je vois où est-ce qu'il y a des... Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais on voit par là qu'il y a des magouilles qui sont faites pour détourner l'argent public, pour faire des routes, puis on refait les routes. Et, on va pas parler de ça maintenant, mais donc, on est allé au Parlement wallon dans la commission qui parlait donc de la transparence des comptes. Et ils ont eu très peur parce qu'on est arrivé à 20 gilets jaunes devant le Parlement wallon un jour. La police est vite arrivée, ils se sont demandé ce qui s'était passé. Mais on était très calme. On était devant avec 2-3 banderoles. Simplement, on était 2-3 à être rentrés dans le Parlement wallon, dans la commission, pour écouter. On n'avait pas le droit de poser des questions. Ça a duré 5 heures. Ils n'étaient pas à leur aise. On voyait que quand ils parlaient, ils n'étaient pas à leur aise parce que pour une fois, il y avait des citoyens qui étaient là, qui écoutaient. 15 jours après, la commission a continué. Et là, pour les mêmes 20 gilets jaunes, il y avait 2 autopompes, je ne sais pas combien de combis de flics, des herses, des barrières. Enfin, c'est pour le show, quoi, parce que là, la télévision, la RTBF et l'RTL étaient là. Et donc, pour le show, ils avaient ramené tout ce qu'il fallait. Mais c'était les 20 mêmes bonhommes très pacifiques 15 jours avant qui étaient là et qui étaient tout autant pacifiques. Mais il fallait montrer comme quoi que le Parlement wallon était attaqué par une bande de citoyens en gilets jaunes. C'est aussi un bon signe, vous êtes passé de rigolo à dangereux. Ouais, voilà. Tout à fait. Et donc, les semaines ont passé, puis est arrivé le jour du vote, et là, on a su que ils s'étaient arrangés pour que, encore une fois, cette loi ne passe pas. Donc, on ne pouvait pas avoir la transparence sur les comptes de la commune et sur les documents administratifs. Et donc, on a décidé d'aller la nuit, à 4 h au matin, chez chaque ministre qui allait voter, enfin, chaque député qui allait voter contre nous. Et on a mis une banderole sur sa façade, on a fait un peu de bruit dans la rue. Mais c'était 4 heures pile, quoi, à plusieurs endroits différents dans la Belgique. Et ils ont un peu pris peur. Pourtant, on n'a rien fait de méchant. Enfin, ils n'ont rien fait de méchant. Et la loi a été votée. Donc maintenant, vous avez tous le droit d'aller poser des questions via le site transparencia.be. Vous allez dessus et là, vous pouvez poser des questions sur votre rue. Et vous allez être...
la population s'intéresse et pose des questions sur les comptes de sa commune et les comptes de la région et les comptes de l'État, ben je pense qu'on va payer beaucoup moins d'impôts et on va payer beaucoup moins toute cette magouille faut quand même savoir qu'en Belgique, on a 220 milliards d'euros par an d'évasion fiscale, 30 milliards de fraude fiscale, et on gratte quelques milliards pour, soi-disant, les chômeurs coûtent très cher. Le chômage coûte 10 milliards d'euros par an en Belgique. 220 milliards d'évasion fiscale et le politicien pointe les chômeurs, quoi. Mais si on donne pas un petit peu d'argent aux chômeurs, s'ils savent pas vivre, ils iront voler. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis, ces gens-là, ils sont pas tombés au chômage parce qu'ils ont fermé l'usine. C'est bien le politique qui a fait des lois pour que tout vienne de l'étranger. Et en ce moment, en Belgique, on est occupé de construire des méga dépôts. On ne construit plus d'usines en Belgique. On les ferme. Par contre, on construit des méga dépôts partout dans des zonings de stockage, mais partout, hein, dans toutes les communes, pour du matériel qui va venir de l'étranger, pour vendre ici en Belgique. Mais derrière ça, quand on regarde ça, c'est tout des intercommunales qui achètent des terrains aux fermiers au prix des terres agricoles, qui leur vendent à des copains au prix des terres constructibles, et après ils louent tous ces bâtiments à des entreprises. Et donc, ces politiques s'en foutent plein les poches, mais de manière détournée, quoi. Et ça, il n'y a personne qui en parle. Et donc, les Gilets jaunes, c'est pas fini. C'est pas fini. Encore beaucoup de boulot, mais c'est le travail de chacun, de chaque citoyen aussi, de s'intéresser à ça et d'agir de manière concrète. Mais le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, mais c'est tout le monde. Je pense que tout le monde est gilet jaune. Dès qu'il commence à réfléchir et à faire un peu d'action, il est automatiquement gilet jaune, quoi. D'ailleurs, on a quelques blagues là-dessus. C'est quoi un gilet jaune? Ben, c'est une bande de gens réfléchissants. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais finalement, est-ce qu'il n'est pas... Il faudrait arrêter du gilet jaune, en fait. Il faudrait que les citoyens reprennent leur rôle dans la cité, tout simplement. Et je pense que les manières dont vous l'avez énoncé là, simplement en écrivant, en regardant les courriers, en épluchant les factures qui ont été mises, si tout le monde commence à faire ça, ça risque vraiment d'ennuyer le pouvoir, mais c'est vrai, il faut le faire. Il faut juste s'y mettre, quoi. Il faut s'y mettre. Comme on dit en plus, voilà, et on est en plein été, il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances. Ouais, mais je pense que là, la rentrée va être... je la sens... Ça va être chaude. Elle va être chaude. Ça va être chaud. Même si le climat ne sera pas là, la rentrée va être chaude. Messieurs, merci. Merci pour votre témoignage. Où est-ce qu'on peut suivre votre travail? Vous avez parlé d'une page Facebook, il y a d'autres... Ouais, donc la page Facebook, c'est les Gilets jaunes de Belgique, au pluriel, sur Facebook. On n'est pas très visibilisé. On est très mauvais en médias. On est très mauvais, malheureusement. On est peut-être fort sur le terrain pour essayer d'agir, mais pas pour se médiatiser. Et c'est vrai qu'on attend que les gens se réveillent. Et donc, comme on a dit, vous êtes tous gilets jaunes quelque part dans le cœur. Vous voulez tous un bel avenir pour vous-même et pour vos enfants. Et donc, il est temps qu'on reprenne la cité et les décisions en main. Et on lance un appel pour trouver des attachés de presse pour les Gilets jaunes en Belgique. Ouais. Bah oui, non, complètement. Ce serait une bonne... on a toujours été refusé dans les médias. Hein. Donc on a souvent demandé pour intervenir dans les médias. On a toujours été refusé, quoi. Il va falloir commencer à créer le média des Gilets jaunes, alors. C'est tout un autre travail. En tout cas, merci. Merci Théo, merci Nicolas. On vous souhaite une bonne continuation dans ce mouvement. Merci pour les efforts que vous fournissez pour les citoyens belges. Et bonne continuation. Chers auditeurs, à très bientôt. Nicolas, Ludovic, merci. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.